Je vous propose donc ce cours gratuit en vidéo sur le sacrum, cette pyramide sacrée ou sacré sacrum qui porte notre colonne vertébrale. Nous allons voir, selon les principes de la méthode K neuroénergétique, l'aspect neural et l'aspect énergétique. Le massage bien-être neuroénergétique de la méthode K s'adresse à un large public, autant pour ceux qui sont déjà en formation de praticiens massage ou autres techniques manuelles, en passant par les curieux qui veulent apprendre pour améliorer la condition physique de leurs proches, aussi bien que pour les professionnels qui ont déjà des connaissances et qui veulent compléter leur panel de techniques. Je ne vais pas rentrer trop profondément dans les détails afin que ce soit accessible à un large public et à toute personne curieuse d'apprendre. Je vais donc vous proposer une synthèse par rapport à l'anatomie, la physiologie et l'énergétique traditionnelle chinoise. Le yin, comme je vous l'ai dit, est solide, matériel, donc ce sont les tissus, la peau, les muscles, les tendons, les ligaments, mais aussi le sang et les liquides. Le yang est plus invisible, perceptible, il est dans les nerfs, il parcourt les nerfs et il parcourt les méridiens. Dans chaque cellule, il y a aussi les particules de lumière qui sont des photons, qui sont de l'énergie yang pure, mais aussi les synapses qui sont les connexions entre les cellules nerveuses et le nerf, mais aussi la pensée. La pensée intellectuelle est considérée comme énergie yang par l'acupuncture traditionnelle chinoise. Dans cette vidéo cours gratuit, vous allez découvrir l'anatomie du sacrum, les muscles qui s'y insèrent, son articulation avec l'iliaque, donc l'articulation sacro-iliaque, mais aussi sa connexion avec le méridien vessie, le méridien de l'acupuncture traditionnelle chinoise, ces points en connexion avec des petits nerfs, notamment les nerfs des trous sacrés. Vous allez pouvoir apprendre comment tester le sacrum de façon sûre et efficace et évaluer sa pertinence. Si vous voulez apprendre davantage comment débloquer l'os sacrum, vous pouvez accéder au cours complet en webinaire ou vous procurer la vidéo sur la plateforme GetCourse. Les liens pour accéder aux inscriptions et à la plateforme seront dans la description de cette vidéo. Une personne normale produit 75 watts. Une personne très active, un travailleur physique tel un maçon, peut produire jusqu'à 100 watts. C'est donc de l'électricité qui circule dans nos nerfs. Donc un aspect yang, très yang. En parallèle aux nerfs circulent les méridiens d'acupuncture chinoise, de l'énergie pure. Là aussi, du yang pur. Donc nous avons différents aspects d'énergie pure, pas visibles, mais perceptibles et aussi reconnaissables par des moyens technologiques. Alors voici un sacrum. Sa base, c'est comme une pyramide en fait. Il a plusieurs faces, il a 4 faces. Ça c'est la face postérieure. Ça c'est la face antérieure qui est en contact avec les viscères, les organes. La face latérale, ça c'est sa surface articulaire avec l'iliaque. Donc c'est la représentance de plus ou moins la largeur de la surface articulaire ici. Il a des trous, ça s'appelle des trous sacrés, où sortent en jaune ici les nerfs sacrés, qu'on va voir après à quoi ils correspondent par rapport au méridien d'acupuncture de la vessie. Ici en bleu, le ligament, grand ligament sacro-sciatique. Ici, le coccyx qui est normalement séparé du sacrum. Donc une base où repose toute la colonne vertébrale. Et l'apex, la pointe, qui est orientée vers le bas. Donc la stabilité est en haut.
Alors les axes de mouvement du sacrum. Il y a un axe comme ceci, où le sacrum va basculer d'arrière en avant, comme cela. À chaque fois qu'on va inspirer, il va basculer vers l'arrière et revenir vers l'avant. Donc ça va changer ici, ça s'appelle l'angle de Ferguson qui est orienté à peu près de 33 degrés et ça doit pas augmenter parce que si ça augmente, la colonne va glisser en avant et il y aura des gros problèmes, surtout au niveau du disque et de la stabilité de toute la colonne. Donc on a cet axe de mouvement où le sacrum bascule d'avant, d'arrière en avant. On a cet axe de mouvement comme la barre où le sacrum va tourner autour de cet axe. Il y a un axe oblique droit où le sacrum va bouger comme ceci, d'une façon oblique. Il y a un axe oblique gauche, il va bouger donc comme ceci. Et il y a un axe antéro-postérieur, comme cela, où le sacrum va bouger autour, comme cela. Il va s'incliner. Il va s'incliner. Ça, c'est surtout des axes de mouvement où il va se bloquer. Et donc, quand il va se bloquer, il va un peu s'incliner, un peu se mettre en torsion. Les crêtes iliaques vont aussi tourner un peu vers l'avant, selon le côté où il va s'incliner. Ça va allonger une jambe et ça en va raccourcir une autre. Donc au niveau des fémurs, on va voir une jambe un peu plus haute et une jambe un peu plus basse. C'est des microns, c'est vraiment pas énorme. Des fois c'est quelques centimètres. Au niveau des crêtes iliaques, elles sont plus mobiles. Donc on voit la différence de longueur qui peut varier de la hauteur d'un pouce, même plus. Et donc les appuis au niveau des pieds vont changer. Le sacrum, lorsqu'il est en inclinaison ou en torsion, il va occasionner une scoliose compensatoire, c'est-à-dire que la colonne va se pencher un peu plus d'un côté ou de l'autre selon l'axe de mouvement, droite ou gauche. Et donc on va pencher un peu vers la droite ou vers la gauche selon l'organisation aussi des autres vertèbres au-dessus du sacrum qui vont compenser et vont essayer de garder la ligne verticale pour rester droit. Alors ce déplacement minime, c'est quelques microns, c'est rare que ça atteigne quelques centimètres, va mettre en tension le nerf sciatique. On va le voir plus loin avec le muscle pyramidal qui passe ici. Et donc ça va procurer des sciatiques ou des lombosciatiques. C'est-à-dire des douleurs lombaires au niveau des lombaires et au niveau du nerf sciatique par la contraction du pyramidal ou du piriforme. Nous allons le voir plus loin. La scoliose compensatoire, lorsque le sacrum est déplacé, est compensatoire, c'est-à-dire qu'une fois que le sacrum et les lombaires reviennent à la norme, la scoliose disparaît automatiquement. Il faut un jour, 2 jours, ça dépend des personnes, des fois quelques séances, mais on revient à la norme si on n'a pas de scoliose à la base. Alors les connexions qui peuvent amener l'articulation sacro-iliaque en dysfonction, c'est-à-dire se déplacer légèrement, peuvent être dues aux viscères qui s'insèrent par le biais
d'un fascia appelé le mésentère, donc ils pendent sur la colonne lombaire. Donc les viscères, ce sont les organes creux, l'intestin grêle, l'estomac, la vessie et la vésicule biliaire. Donc s'il y a trop de fermentation, trop d'inflammation due à la nourriture, au stress, la pression intra-abdominale, c'est-à-dire dans l'abdomen, va augmenter, donc va occuper plus d'espace au niveau antérieur, devant. Donc aussi, le psoas et l'iliopsoas auront tendance à être tendus, la colonne lombaire à être plus rigide, et très probablement, pas forcément, mais souvent c'est le cas, le sacrum va devoir compenser et aller un peu en dysfonction, c'est-à-dire tourner sur un des axes de mouvement, plus en avant, plus en arrière, un peu sur le côté, un peu plus obliquement, de droite à gauche, de gauche à droite. Ça ne va pas donner forcément des douleurs, mais ça va créer un terrain fertile à des lombalgies, des lombosciatiques. Et donc, par un mouvement habituel, banal, on va se pencher et pouf, on va se bloquer. Là, le sacrum sera en dysfonction complète et ça va engendrer vraiment des douleurs. Et ça veut aussi pouvoir tirer sur le nerf sciatique qui passe ici à travers le périforme. On verra après le muscle périforme qui s'insère sur le sacrum. Il passe aussi bien à travers ou par-dessus ou dessous le muscle pyramidal. Des tensions aussi au niveau de la charnière dorso-lombaire à la hauteur du diaphragme, surtout avec le foie et l'estomac devant. Cette zone en général ne donne pas souvent des symptômes, mais elle est très souvent rigide. Ce qui augmente le poids, l'effet de poids, ça n'augmente pas vraiment le poids, mais c'est par rapport à la gravité. La ligne de force qui traverse le corps, si le corps va en compensation, il va sortir de cette ligne de gravité, et donc les muscles vont devoir travailler beaucoup plus pour maintenir une certaine verticalité pour une économie d'énergie. Cette compensation va porter le sacrum, encore une fois, en dysfonction, en compensation. Donc, rigidité ici, et les vertèbres qui sont le plus mobiles sont les lombaires, et c'est très souvent elles qui vont aller en complète dysfonction, c'est-à-dire être limitées dans le mouvement et avoir seulement certains plans de mouvement vers la droite ou vers un côté. Donc on va souffrir parce que les nerfs vont être étirés, les muscles vont être spasmés, et là, le sacrum va aller vraiment complètement en dysfonction et être limité dans certains plans de mouvement. Un autre facteur qui peut amener à porte-à-faux la fonctionnalité de l'articulation sacro-iliaque, donc du sacrum, le limiter dans ses mouvements, ce sont les appuis, notamment le pied. Le pied fonctionne comme un amortisseur. Chaque fois que vous allez effectuer un pas, vous allez poser le pied va se détendre, va s'allonger comme ça, et il va revenir. Donc, le fait qu'il s'allonge, il amortit tout le poids, il emmagasine de l'énergie, et il la redistribue dans toute la jambe, le genou, la hanche, jusqu'au sacrum. Il faut savoir qu'ici, il y a des axes de force qui font fuir la force de gravité de la tête jusqu'aux jambes et jusqu'aux pieds. Pour tous ceux qui conduisent, vous savez très bien que le parallélisme est très important. Si il n'est pas effectué, il n'est pas bien réglé, la voiture va tirer à droite ou à gauche, vous allez sentir dans le mouvement. Alors, c'est une analogie par rapport à la structure humaine qui est un peu pareil, c'est-à-dire qu'à chaque fois que votre cheville ne va pas vraiment appuyer, s'ouvrir, votre pied ne va pas s'ouvrir comme il le faut, et il ne va pas revenir comme il faut, ça va créer une rigidité dans le pied qui va se transmettre au genou, et
à un moment donné ou à un autre, la compensation va se manifester dans la chaîne musculaire jusqu'au sacrum. Et c'est la même chose au niveau du genou. Avec la cheville, le pied qui est comme amortisseur. Mais c'est à peu près la même chose au genou. Lorsque vous marchez, vous posez le pied, la force de gravité va fluir dans le pied, et avec l'élasticité qui a été emmagasinée, le pied va revenir et ça va transmettre la force au genou. Mais si le genou est un peu trop en extension, ou il reste en flexion, ou il y a une rotation, ça va causer une rigidité. Donc la force va passer directement dans la hanche, et de la hanche au sacrum. Au sacrum, il va avoir une compensation dû au fait qu'il y a moins de mobilité dans la jambe et les chocs vont être plus ressentis au niveau de cette articulation. C'est comme les lombaires, les vertèbres, qui sont différents à travers le disque intervertébral. Ce sont plusieurs amortisseurs. Donc eux vont compenser plus facilement, mais il va y avoir une rigidité ici qui, avec le temps, avec les effets de la sédentarité, les effets d'augmentation de la pression intra-abdominale due à la fermentation excessive, due à l'alimentation, à un moment donné, ça va bloquer au niveau des lombaires très souvent. Toutes ces compensations que je viens juste d'énoncer par rapport aux pieds, aux genoux, et qui se répercutent à la sacro-iliaque, peuvent apporter de l'arthrose, c'est-à-dire les articulations, les os qui se déforment, les articulations qui s'usent. C'est tout à fait comme une voiture. Mauvais amortissateur va dérégler le parallélisme. Le parallélisme va faire que la voiture, pour rester droite, va devoir compenser, et les pneus vont commencer à s'user d'une façon inadéquate. C'est-à-dire un peu plus à l'intérieur, un peu plus à l'extérieur, ça dépend dans quelle direction sera déréglé le parallélisme. C'est un peu pareil, si vous avez une cheville qui est un peu bloquée, ou un genou bloqué, ben, vous allez appuyer moins sur ce pied, ou mal, donc l'autre pied va travailler pour compenser, et en haut, les forces de transmission vont être un peu déréglées. Donc pour pouvoir rester droit, le corps va trouver d'autres axes de mouvement, et à long terme, ça va abîmer les articulations et déformer les os. Ça va aussi abîmer les disques, parce que la pression des disques va être altérée, donc elle ne va pas être dans son axe de mouvement. Aussi, le disque a un axe de mouvement. Et donc, ça va produire des protrusions, et après des hernies. Protrusion, c'est le disque qui est très très compressé, et donc il est poussé vers l'arrière, et après ça se transforme en hernie, c'est-à-dire une protrusion plus grosse. Alors maintenant, nous allons voir les muscles qui s'insèrent sur le sacrum. Le plus connu, appelé longtemps le pyramidal en France, la France est mis au diapason international, et on l'appelle maintenant le piriforme, le muscle en forme de poire. Il s'insère sur le deuxième et troisième trou sacré, et son autre tendon vient s'insérer sur la pointe du grand trochanter du fémur. Lorsqu'il est contracté, il va faire tourner l'os du fémur vers l'extérieur. Dessous passe le nerf sciatique, mais chez certaines personnes, le nerf sciatique passe au milieu. Il faut savoir que le nerf sciatique, c'est un des plus gros nerfs du corps. C'est le plus gros nerf du corps, il fait 5 cm de largeur. Nous avons les intertransverses, c'est-à-dire ces petits os là sur chaque vertèbre, ce sont les transverses. C'est comme si c'était des côtes un peu plus courtes, et s'insère d'une transverse à l'autre un muscle qui s'appelle l'intertransverse. Ici, il y en a un au niveau de la dernière lombaire, la cinquième lombaire, qui va s'insérer au niveau de la base du sacrum.
Ça insère aussi les multifides un peu plus près de l'épineuse, le processus épineux. Ces muscles, alors l'intertransverse, il va faire incliner sur le côté la colonne vertébrale, la vertèbre, elle va s'abaisser sur un côté, comme cela, elle va s'abaisser avec la contraction du muscle. Ici, le multifide, alors ces muscles-là, vous les retrouvez de partout sur toute la colonne. Ce sont ces muscles-là qui vont être tendus, ce sont les muscles stabilisateurs de la colonne vertébrale. Et ce sont ces muscles, lorsque vous avez mal au dos, de façon aiguë, qui sont allés en spasme et qui retient la mobilité de l'articulation de la colonne vertébrale et aussi du sacrum. Alors ces multifides s'insèrent à côté de cet os qui fait partie de la vertèbre lombaire, le processus épineux que vous retrouvez de partout, c'est les petites bosses que vous avez au milieu du dos, et vient s'insérer de la L5 au sacrum. Je répète, ces petits muscles sont présents de partout la colonne, comme si c'était une corde qui tenait ensemble toutes les petites vertèbres et qui permettait le mouvement. Ces muscles, ce sont les muscles stabilisateurs, c'est les premiers qui se contractent pour pouvoir après développer la force avec les gros muscles. Ils sont très importants. C'est aussi des muscles que quand vous faites du gainage, ils se renforcent avec le muscle du psoas. Et donc ils rendent plus stable, plus fort, et aussi ils gardent aussi la mobilité, l'élasticité de la colonne vertébrale. Il faut savoir que ces petits muscles, les multifides et les intertransverses, sont la couche la plus profonde des chaînes musculaires. C'est des muscles intrinsèques, propres à l'articulation de la colonne vertébrale. Alors, il faut savoir que chaque muscle a un tendon. Ce tendon s'insère sur l'os. Là, nous avons le long dorsal qui est juste par-dessus ces petits muscles qu'on a vus là, les intertransverses et multifides. C'est une couche supérieure. Les muscles se superposent en couches et sont séparés par des fascias. Donc ce muscle, le long dorsal, il s'insère sur la base du sacrum et à peu près au niveau du deuxième trou sacré et arrive à peu près à la première, deuxième côte. Là, on voit le relais du muscle cervico-costal qui arrive jusqu'à la base du crâne. Tous ces muscles ont des fibres qui se relayent, qui font la chaîne musculaire. Alors pour la partie énergétique, on va se baser seulement au méridien de la vessie, car il n'y a que lui qui croise le sacrum, qui le parcourt, et le méridien de la vessie commence ici à l'angle de l'œil, le 1, puis le 2, il est au départ, au commencement des sourcils, et il va parcourir tout le crâne, légèrement sur le côté, à quelques millimètres de la ligne médiane du milieu. Il va parcourir tout le crâne, derrière, va arriver ici, et ici, au niveau de l'occiput, on a un point très important, j'en ai déjà parlé dans le traitement autosoulagement, le 10 vessie qui correspond au système nerveux parasympathique, c'est-à-dire qui calme le stress, et aussi on parcourt dans le bulbe dessous du cervelet le système pyramidal du système nerveux qui gère la posture et le tonus musculaire par rapport à l'espace. Donc c'est très intéressant ce méridien. Il va parcourir, il va descendre comme cela, vraiment à deux distances de largeur de pouce sur le côté,
on trouve tout le parcours du méridien jusqu'au sacrum. Jusqu'au sacrum, là vous voyez, il y a un trajet un peu particulier. Il est vraiment parallèle à la colonne vertébrale. Il parcourt, là j'ai fait des traits juste à côté pour que vous voyez, ça c'est des trous sacrés. Comme on les a vus tout à l'heure, les petits trous ici. Tous ces petits trous. Et le méridien, là le trait je l'ai fait juste à côté pour que vous voyez. Parcourt tous ces trous, il est vraiment par-dessus. Puis il remonte un trait, vraiment sur son bord latéral, comme cela. Puis il redescend tout au long de la jambe. Pour la dernière partie, on le verra dans un autre cours. Là, ce qui nous intéresse, c'est la partie du sacrum. En pointillé, c'est à peu près la hauteur des points d'acupuncture. Et ici, sur chaque point, dans tout le méridien, correspond des nerfs issus de la moelle épinière. C'est des nerfs sous-cutanés. Il faut savoir que chaque point d'acupuncture correspond aussi à un organe, pour purger un organe, le nettoyer. Ici, nous avons par exemple le 28 vessie correspond justement à la vessie elle-même. Arrête, je crois que je dis une bêtise. Donc les points là, avec le trait, correspond à un point d'acupuncture, un point énergétique avec un nerf sous-cutané en provenance de la moelle épinière. Donc nous avons ici, tout au long de ce méridien, des points neuroénergétiques selon la méthode K. Alors au niveau, l'analogie entre l'acupuncture traditionnelle chinoise et la physiologie occidentale, l'anatomie. Par exemple en ostéopathie, la D5 correspond à l'estomac. Alors que ici en acupuncture traditionnelle chinoise, on aura l'estomac beaucoup plus bas que la D5. Il y a quelques points qui varient, mais en ligne générale, ça traite presque souvent la correspondance orientale et occidentale à l'acupuncture traditionnelle chinoise et la physiologie, anatomie, et où l'ostéopathie prend référence. Donc ici, la constitution, le fait de ces petits traits qui correspondent à un nerf, constitue pour la méthode K un point neuroénergétique. Le simple fait de travailler en effleurage neuroénergétique sur ces points détendent tout le muscle long dorsal et érecteurs spinaux, donc un dos un peu plus souple, libère la mobilité de la sacro-iliaque, du sacrum. Donc les points neuroénergétiques sont très pertinents et très utiles. Alors nous voilà maintenant à la phase du test du sacrum, un test très facile. Nous allons tester donc la sacro-iliaque. Le mouvement qu'on pourra percevoir, sentir, sera ici. C'est-à-dire que le sacrum et l'iliaque vont glisser un sur l'autre comme ceci. Quand vous allez mettre vos doigts à peu près au niveau du premier, deuxième et troisième trou sacré, à peu près, hein, vous allez sentir l'os sacrum, vos doigts doivent être en dessous de l'épine postérieure iliaque, de l'iliaque, l'épine de l'iliaque postérieure, juste en dessous. Mettez vos doigts comme ça, et avec le mouvement de la jambe, quand la personne est allongée, vous allez effectuer une pression ici sur le genou et toute l'articulation sacro-iliaque va bouger et vous allez percevoir le mouvement. Des fois il sera plus net à ce niveau-là, 10 fois à ce niveau-là, ou des fois à ce niveau-là. Donc vous allez voir différents niveaux de l'articulation qui va bouger. Ça va vous indiquer à quel niveau l'articulation est libre. Bon, si elle bouge de partout, ça va. Si elle bouge un peu de plus en haut ou plus en bas, c'est déjà pas trop mal. Il y a une petite restriction, mais c'est pas significatif. Si vous sentez que tout le bloc
vient et que le mouvement est vraiment petit, c'est rare que le mouvement soit complètement bloqué. Il y a toujours un petit peu de mouvement, mais en général, quand c'est bloqué, si on sent un bloc qui touche vos doigts, qui est assez compact, que quand elle est libre, on sent vraiment que ces deux articulations glissent comme ça, l'une sur l'autre. Et donc on sent vraiment un mouvement de va-et-vient sous nos doigts. Ouais. Alors là, je vous ai fait le dessin du sacrum avec les trous sacrés, la représentance de l'épine postérieure iliaque, ici. Donc, vos doigts, là c'est le côté gauche. Vous allez utiliser votre main droite, comme ceci. Alors, vous partez pas de cette position. Ça, c'est pour un aspect didactique, pour vous montrer où vous positionnez votre main. Mais le test va s'effectuer supine, allongé sur le dos. Donc, votre index touche l'épine en dessous, ici, voilà, comme ça. Et vos doigts sont bien transverses au sacrum. Ouais. Donc ça, c'est un repère. Le test ne s'effectue pas comme ça. Il s'effectue position supine. Voilà. Okay. Ce que vous pouvez faire, c'est demander, vous pouvez le faire vous-même, hein. Pliez la jambe, vous appuyez pour faire tourner un peu la jambe et passer la main sous le sacrum et le repositionner. Vous gardez la jambe à 90 degrés par rapport au tronc. Vous posez votre palme de la main gauche, vous avez la main droite sur le côté gauche du patient, ou du client, ou du sujet. Et vous allez effectuer une pression vers la table avec cette main, comme ceci. Et avec l'autre main, vous poussez un peu, c'est-à-dire la jambe reçoit une pression et vous poussez. Et vous allez sentir à ce niveau-là, d'ailleurs vous voyez la marque de mes doigts qui était le dessin du sacrum, vous allez sentir un mouvement. Son sacrum du côté gauche bouge très bien, donc il n'a pas de restriction, il n'a pas de limitation, tout se passe bien. Vous mettez une pression, vous pouvez ou appuyer avec le genou ou soulever avec les doigts ou les deux combinés pour trouver le mouvement quand il n'est pas net, quand il y a une restriction, quand il y a un blocage. Vous pouvez demander si vous n'arrivez pas à faire cette manœuvre pour dégager le bassin et insérer vos doigts sous l'épine. Vous pouvez demander au sujet ou au patient de lever le bassin. Can you lift the... Soulevez le bassin, vous passez vos mains. Et voilà. Vous gardez une jambe allongée et une jambe pliée. Cette jambe pliée, vous la mettez à 90 et vous appuyez sur le genou vers la table pendant que vous soulevez. Et vous faites un jeu de pression comme ça jusqu'à sentir le mouvement du sacrum. C'est très facile, c'est juste un petit peu d'entraînement et vous allez pouvoir le faire aisément. Bien sûr, quand on fait ce genre de test, c'est toujours bilatéral. Donc, je vais de l'autre côté, je plie la jambe, je tourne cette fois-ci vers la gauche, j'utilise ma main gauche pour le côté droit, le côté du sacrum droit. Je place ma main, je la porte, le genou, la jambe à 90 degrés, et j'appuie et je sens le sacrum. Là, il y a une toute petite restriction, mais vraiment petite, ça bouge, mais ça ne bouge pas aussi bien que de l'autre côté. À ce niveau-là, au niveau du premier trou sacré, quoi, au niveau de mon premier doigt, mon index. Des fois, c'est un peu sensible, alors vous voyez modérer votre toucher, vos mouvements en fonction de la sensibilité du sujet, du patient, du client. Vous voyez.
Alors, un autre test complémentaire, mais qui implique pas seulement la sacro-iliaque. Si vous voulez, c'est plus, ça peut être aussi le mouvement que des iliaques. Mais si vous avez une confirmation du test précédent que la sacro-iliaque est bloquée, alors en complément, vous pouvez voir le niveau, s'il y a une torsion au niveau des iliaques. S'il y a une torsion au niveau des iliaques, c'est qu'il y a un blocage confirmé de la sacro-iliaque. C'est-à-dire que un des côtés va tourner plus en avant et un va être plus en arrière, comme ceci. En général, c'est souvent celui-là qui est plus en arrière et celui-là qui est en plus en avant. Mais c'est pas toujours, hein, donc vous ne fiez pas aux habitudes, ça peut être un et l'autre, donc ça va allonger une jambe. Alors pour faire cela, vous demandez aux clients sujet ou aux patients de plier les deux genoux comme ça, de lever le bassin, de le poser, 3 fois ça suffit. Après, vous prenez ces chevilles, vous les faites glisser vers vous. Approche. Approche plus. Approche plus. Et là, vous regardez le niveau des malléoles. C'est en dessous de la malléole, pas dessus. Vraiment dessous la malléole, ici. Vous passez votre pouce là et votre pouce là. Et vous voyez s'il y a un niveau où là, la jambe est un peu plus courte, ce qui arrive souvent, on a une jambe plus courte, mais quand il y a une torsion, elle est encore plus allongée d'un côté ou de l'autre. Là, c'est pas trop le cas, c'est presque au même niveau, ouais, c'est au même niveau. Donc il n'y a pas de torsion. On peut le voir ici aussi au niveau des crêtes iliaques, sur l'épine antérieure des iliaques. Donc vous passez vos pouces sous l'épine et vous tracez une ligne imaginaire d'un pouce à l'autre. Là, il n'y a pas de torsion parce qu'il n'y avait pas de dysfonction au niveau de la sacro-iliaque. Ce test est seulement complémentaire. Pour savoir exactement, pour différencier si c'est la sacro-iliaque ou les iliaques qui sont bloqués, un autre test plus complexe à sentir que je ne vais pas vous montrer. Là, on ne parle que du sacrum, on ne parle pas de la dysfonction de l'iliaque, car l'articulation que je vous ai montré, la surface articulaire, là je vous ai montré qu'une face, parce que c'est par rapport au sacrum le sujet. Mais cette face est en L, donc une face de l'articulation correspond au mouvement du sacrum et l'autre plus au mouvement des iliaques. Mais on ne va pas trop rentrer dans ces détails très complexes. Ils sont très difficiles à sentir, il faut des années d'études et de pratique. Là, c'est un test simple, vraiment simple, que vous pouvez utiliser facilement, sans risque et très facilement. Et donc, ça vous donne beaucoup d'indications s'il y a des restrictions au niveau de la sacro-iliaque. Déjà, pour commencer, si on est apprenti, si je puis dire, masseur ou en début d'études de praticien ou en ostéopathie ou chiropractie ou toutes les thérapies manuelles kiné ou futur masseur, c'est un test très valide et très simple à pratiquer. Donc c'est pour ça que je le propose, parce que ça peut vous donner des indications. Et après cette vidéo, vous allez pouvoir trouver le lien pour apprendre les techniques pour débloquer le sacrum de façon simple, facile et efficace, et surtout très sûre. Voilà, c'est à peu près tout pour la sacro-iliaque. Il n'y a pas d'autres tests à part celui-là, celui que j'utilise tous les jours, en complément de tests plus complexes que j'utilise pour confirmation, mais celui-là déjà il vous donne des informations à 80%. 70-80%, donc les autres tests, c'est quand la lombalgie est très compliquée, qu'il y a des hernies, et donc on n'arrive pas trop à repérer quelles restrictions, à quel niveau. Ça, c'est des tests sélectifs, dont on fait ce test, on fait ce test, on fait ce test, on est arrivé à certaines conclusions, parce qu'on a fait des tests d'élimination, et on peut être sûr que c'est à quel niveau il y a la majeure dysfonctionnalité. Mais ce test, pour un masseur, pour un débutant, c'est très
largement suffisant et très efficace, et surtout facile à utiliser. Donc, les points neuro-énergétiques, selon la méthode K. Si vous voulez apprendre comment débloquer le sacrum, car le sacrum est très important pour la stabilité de la colonne vertébrale, apprendre à le débloquer est primordial si vous voulez améliorer la condition de votre client, votre patient ou de vos proches. Donc, je vous propose un cours complet en webinaire et en vidéo. Vous trouvez les informations sur l'email methodek@gmail.com. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer le pouce vers le haut, ça nous donnera un petit coup de pouce pour avancer dans les algorithmes et vous proposer d'autres vidéos. La prochaine sur la mandibule, comment l'améliorer, un cours gratuit, quel rapport avec l'occiput et les cervicales, et bien sûr il y aura aussi le cours complet en webinaire et en vidéo. Merci pour l'intérêt que vous portez à nos cours et à cette chaîne. Pour l'instant, je vous dis au revoir et à très bientôt.